Precision for Women est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Angèle Mbarga, présidente et fondatrice de l'association Fibrome Info France. Bonjour Angèle. Alors, je suis donc Angèle Mbarga, la fondatrice de l'association Fibrome Info France. J'ai créé cette association en janvier 2011 à la suite de ma propre expérience. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus dans le monde de la santé, du moins avant la création de Fibrome Info France. Je suis juriste en droit du travail et par la force des choses, j'ai dû finalement me retrousser les manches pour prendre à bras le corps la question du fibrome utérin. Après avoir moi-même été confrontée à cette pathologie et après m'être finalement retrouvée dans une sorte d'errance médicale. C'est-à-dire qu'au moment où je crée Fibrome Info France en janvier 2011, je viens d'être diagnostiquée d'un fibrome, je viens d'être opérée et je me rends compte qu'il n'y a aucune association française qui accompagne les femmes souffrant de cette pathologie et qui œuvre pour l'amélioration de la prise en charge et l'amélioration du diagnostic de la maladie. C'est comme ça qu'est née donc l'association Fibrome Info France. Mais alors concrètement, c'est intéressant ça, c'est quoi les premiers pas d'une association ? Alors, dans mon cas, évidemment, je partais de zéro, étant donné qu'il n'y avait pas d'association française. Eh bien, il a fallu déjà, dans un premier temps, m'intéresser au sujet. Parcourir. Il y a des associations ailleurs ? Bien sûr, il y a des associations anglaises, il y a des associations américaines. Elles ont été beaucoup plus rapides que nous, beaucoup plus militantes que nous aussi, en prenant dès le début des années 2000 à bras le corps ce problème. Nous, on a attendu finalement en 2011 pour avoir une association française. C'est quand même une maladie qui a émergé vraiment récemment. Eh ben, c'est une maladie pourtant, on va dire, très répandue. Le fibrome est quand même la première pathologie féminine. C'est la pathologie féminine la plus fréquente. Il se trouve que le fibrome est invisibilisé. Bon, même si je pense que c'est connu maintenant, mais peut-être deux mots, c'est quoi cette maladie ? C'est quoi cette maladie en termes d'épidémiologie déjà ? Et puis peut-être un petit peu de symptômes et de traitement. Alors en termes d'épidémiologie, on va commencer par là. Il y a une étude qui date de 2022 qui a été publiée par Santé publique France. Par rapport à la prévalence, c'est une femme sur 4. C'est une pathologie hormonodépendante, donc qui se développe chez les femmes à tout âge, mais avec un pic aux alentours de 30 ans. Oui, parce que c'est pris comme un marqueur de la pénétration, l'imbibition des perturbateurs endocriniens dans la population. Alors c'était, on va dire, le point de départ de l'étude Santé publique France, l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé reproductive. Le fibrome utérin a été choisi comme indicateur clé de cette étude qui corrobore des études plus anciennes. Il y a une étude de la Commission européenne, il y a une étude de l'OMS qui remonte au début des années 2000, qui pointait déjà du doigt la responsabilité des perturbateurs endocriniens dans la survenue de fibrome. C'est une maladie multifactorielle. Aujourd'hui, on parle de perturbateurs endocriniens, mais il y a d'autres facteurs connus. Par exemple, le fait d'avoir des premières règles à un âge inférieur à 10 ans. Les règles précoces sont un facteur de risque de fibrome. Il y a aussi évidemment la question du déséquilibre hormonal qui peut être aussi un facteur de risque. En termes de symptomatologie, le symptôme le plus, on va dire, spectaculaire, ce sont les hémorragies. C'est un symptôme très invalidant, très handicapant. Ce sont des hémorragies qui surviennent pendant et en dehors des règles, de manière intempestive, avec un flux vraiment très abondant, anormalement abondant. Et évidemment, avec des répercussions telles qu'une anémie chronique, une anémie sévère, pouvant occasionner un certain nombre de complications. Complications d'ordre sanitaire, médical, bien sûr, physique, et puis des complications sociales, des complications conjugales. Enfin, on voit bien l'impact que ça peut avoir dans la vie de tous les jours.
Tout à fait. Alors c'est encore un petit peu tabou. Hélas, le tabou qui entoure les règles est très puissant. Et en particulier, le tabou qui entoure les règles hémorragiques. Je tiens aussi à rappeler l'importance de ne pas banaliser les hémorragies, l'importance de ne pas normaliser les hémorragies. Les hémorragies sont un symptôme d'une pathologie. Et à partir du moment où on a un flux anormalement abondant, qui dure plus de 5 jours, avec des changements de protection allant de 5 à plus par jour, très clairement, on n'est plus du tout dans un flux normal, on est dans un flux pathologique. Et chez les femmes qui souffrent de fibromes, les changements de protection peuvent, pour certaines femmes, se faire toutes les 30 minutes. Bien qu'ayant superposé des protections en utilisant toutes sortes de stratagèmes, ce sont des saignements difficiles à gérer. Évidemment, les impacts sont colossaux. Sur le plan psychologique, il y a un épuisement nerveux qui s'installe chez les femmes parce que tout simplement, ça nécessite une grande organisation, une organisation quasi militaire. Oui, et puis on voit bien que c'est une espèce de crainte, pour pas dire d'angoisse un peu permanente, peu compatible avec une vie professionnelle sereine. On parle de plus en plus de qualité de vie des femmes au travail. Eh bien, c'est un sujet qui mérite d'être débattu dans les entreprises. Et alors il l'est ou il mériterait de l'être ? Il n'est pas encore débattu parce que n'oublions pas le tabou qui entoure les règles est puissant. Alors faire entrer dans les organisations la question des hémorragies utérines, cela nécessite aussi un changement de mentalité ou du moins dans un premier temps une sensibilisation des managers et des DRH aux enjeux de la santé des femmes. La sensibilisation des managers et des DRH aux enjeux de la santé des femmes nécessite une prise de conscience de la part des organisations, des maladies féminines et justement de leurs impacts sur la qualité de vie des femmes au travail et d'une certaine manière sur les performances des femmes au travail. Est-ce que c'est une partie importante de votre plaidoyer ? Tout à fait. C'est une partie importante et qui le deviendra de plus en plus. Parce que la qualité de vie des femmes au travail ne peut pas être pensée uniquement sous le prisme des douleurs. De notre point de vue, la santé féminine doit être pensée dans sa globalité. La globalité des impacts justement des maladies féminines, il y a certes les douleurs, mais il y a aussi les hémorragies. Il se trouve que les hémorragies, pour l'instant, ont du mal à être abordées dans le monde du travail. À l'association, il y a des femmes qui n'osent pas le dire à leur manager ou à leur DRH qu'elles ont des hémorragies, les douleurs, la fatigue qui va avec, l'épuisement, etc., etc. Et le manque de concentration, souvent associé à l'anémie. Parce que dès lors qu'on a des hémorragies, on a une anémie, et cette anémie va se traduire aussi par une fatigue constante et permanente. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le périmètre d'action de l'association ? Alors, le périmètre d'action, nous avons 3 grands axes de travail. C'est la qualité de vie, la sexualité et la santé reproductive. La qualité de vie, pourquoi ? À cause de tous les symptômes qu'on vient d'évoquer. Et ces symptômes-là vont avoir un impact sur la vie sociale, la vie amoureuse, la vie professionnelle scolaire, etc., etc. Donc pour nous, la qualité de vie des femmes qui souffrent de fibromes est une urgence absolue. Il y a des femmes qui n'ont plus de sexualité. Donc le deuxième axe de notre travail, c'est permettre aux femmes qui souffrent de fibromes d'être accompagnées pour retrouver une sexualité normale, de permettre aux couples de se sentir entendus, écoutés, parce que la dyspareunie et finalement la libido chez les femmes qui souffrent de fibromes sont 2 réalités. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs pendant les rapports ou après les rapports, mais il y a aussi simplement le fait de ne plus avoir envie. Parce que les femmes sont tellement épuisées à gérer toute la symptomatologie de la maladie, épuisées par l'anémie, épuisées par un manque de sommeil finalement. Le fait de devoir se lever plusieurs fois la nuit pour changer ses protections, ou le fait de passer ses journées à changer ses protections, et surtout mentalement, il y a une charge importante. Donc pour nous, qualité de vie, axe prioritaire numéro 1, sexualité, accompagner les couples, reconnaître que le fibrome va avoir un impact dans la sexualité des couples. Deuxième axe prioritaire, et puis la santé reproductive. Le fibrome va être responsable d'énormément de fausses couches.
Chez les femmes qui souffrent de fibrome, c'est aussi un sujet. Le fait de ne pas pouvoir, à un moment donné, concrétiser leur projet de maternité, leur projet de vie familiale, ça crée aussi énormément de souffrance psychologique. Donc il y a, à côté de ces 3 axes, un besoin impérieux d'accompagner psychologiquement les femmes. Aujourd'hui, le parcours de soins des femmes qui souffrent de fibrome... Parlons-en un peu du parcours de soins. Comment est-ce qu'il s'entame déjà ? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la difficulté des professionnels de santé à apporter des réponses aux femmes qui souffrent de fibrome, parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, certains professionnels de santé sont effectivement dans une sorte d'impossibilité d'apporter des réponses. Il y a aussi, et peut-être surtout, le fait de considérer finalement le fibrome comme un problème pas si grave que ça, ce sont des règles. Et madame, mais enfin, bon, c'est bénin, le fibrome. Certes, ce n'est pas une tumeur cancéreuse, mais la symptomatologie du fibrome est particulièrement handicapante. Et donc, le fait de considérer ou de réduire le fibrome à un problème de règles abondantes, il y a clairement une vision erronée du problème. Les règles abondantes sont un symptôme parmi d'autres. Et en termes de saignement, il est important de dire qu'il y a 3 types de saignements chez les femmes qui souffrent de fibrome. Il y a certes les règles abondantes, mais il y a aussi des hémorragies, plus des saignements intempestifs. Donc c'est, réducteur de considérer que le fibrome est un problème de règles abondantes. Et c'est ça qu'on déplore à l'association. C'est fréquent, c'est cette banalisation ? C'est systématique. C'est systématique. J'utiliserai d'ailleurs un autre terme. À travers cette banalisation, très clairement, il y a une négation de la souffrance des femmes. C'est-à-dire que les stéréotypes associés au fibrome utérin tendent finalement à considérer que la pathologie fibromateuse est un problème de bonne femme et qu'à partir du moment où une bonne femme saigne, bon, finalement, il n'y a rien de grave. La médecine qui considérait la santé des femmes comme un sujet mineur doit évoluer. On est en 2023. Donc la santé des femmes doit être tout aussi importante que la santé masculine. Au sein de l'association, nous nous battons pour justement faire bouger les lignes. Les femmes sont finalement une part importante de l'humanité. Et donc il serait temps d'appréhender la santé aussi bien masculine que féminine de manière équitable. Ceci étant dit, une fois que vous avez fait le premier pas dans ce parcours de soins, comment ça se passe après ? Alors, le problème avec le fibrome, c'est que c'est une pathologie hormonodépendante pour laquelle et avec laquelle et contre laquelle on se bat jusqu'à la ménopause. Sauf pour les femmes qui optent pour l'hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. À titre personnel, j'ai été opérée une première fois. J'ai eu une récidive qui m'a valu 2 fausses couches. Donc c'est un combat de tous les jours, de tous les temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de récidive est estimé à 51%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une femme sur 2 est susceptible d'avoir une récidive. Alors le parcours de soins, on sait quand est-ce qu'il commence. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il se termine parce qu'il peut avoir à tout moment une récidive. Il y a des femmes qui ont été opérées 5, 6, 7 fois. Et l'accompagnement extra-médical, enfin l'accompagnement social, l'accompagnement professionnel, tout ça, ça se structure un peu comme le soin de support en cancérologie, vous voyez ça ? C'est des choses qui existent, qui se développent, ça fait partie de vos objectifs Ça fait partie de nos objectifs, ça fait partie aussi de l'aide que l'association apporte aux femmes. Ça fait partie aussi de nos attentes vis-à-vis des centres, des hôpitaux qui, pour l'instant, ne s'ouvrent pas justement à cette médecine intégrative. En tout cas, en ce qui concerne le fibrome, c'est-à-dire qu'on va être opéré ou on va avoir un traitement alternatif à la chirurgie. Mais en termes d'accompagnement, il n'y a rien qui est proposé. C'est-à-dire Or, la chirurgie ne règle pas le problème. La chirurgie, non, ça va être une trêve. Ça va être une trêve. Réussie, hein. Ça va être une trêve qui peut être d'1 an ou 2 ou 3, mais on n'est jamais à l'abri d'une récidive. Nous, ce qu'on encourage vraiment les femmes à faire, c'est effectivement s'ouvrir aux médecines complémentaires pour tendre vers un mieux-être. On part du principe que le fibrome est une pathologie incurable pour laquelle il va y avoir des traitements symptomatiques.
Mais pour vivre avec un fibrome de manière permanente, il faut y associer les soins de support, la médecine intégrative, l'acupuncture, la sophrologie, la relaxation, etc., etc. Fibrome Info France s'est toujours battu pour une approche globale de la santé des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas rare qu'une même et unique femme souffre de plusieurs pathologies féminines. Il peut arriver qu'une femme souffre de fibrome et d'endométriose, de fibrome et d'adénomiose, de fibrome et de congestion pelvienne. Donc, à un moment donné, la santé des femmes doit effectivement converger vers un combat unique. Parce que pour une femme qui souffrirait par exemple de fibrome et d'endométriose ou de fibrome et d'adénomiose, comment faire ? On ne va pas dire, vous, madame, dans un premier temps, on va soigner que votre endométriose ou que votre adénomiose. Entre toutes ces pathologies, il y a quelque chose qui est récurrent. Par exemple, la question de la fertilité qui est présente quasiment dans toutes ces pathologies. La question des fausses couches aussi. On peut même également ajouter la question de la sexualité. Toutes les pathologies féminines, finalement, ont un socle commun. C'est la zone pelvienne, la zone gynécologique et finalement le même organe. Dans la vie l'impact dans la vie d'une femme. Donc oui, ça commence à se structurer et c'est une très très bonne chose. Bon, écoutez, on va espérer que cette petite conversation contribue au fait de porter la cause le plus possible, parce que je suis assez d'accord sur le fait que ça nécessite encore un petit peu d'attention et de travail. Il est important de lever le voile sur cette pathologie, de sortir de l'ombre à cette pathologie, parce que de très nombreuses femmes en souffrent en silence. C'est entendu. Et ce sera dit et répété. Merci beaucoup, Angèle. À bientôt. Merci, Norbert. À très bientôt.